Ok, ça tourne. C'est parti, t'es prêt? Allez. Hop. Dans le premier épisode... Stop! Ça fait 6 mois que t'as rien sorti. Et là, tu sors un épisode comme ça, comme une fleur, sans rien expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Je suis en prépa, le temps c'est difficile à trouver, c'est tout. Y a pas que ça. Déjà, on est où là? Dans mon nouveau décor. Non, déjà non. T'as fait qu'une vidéo dans l'ancien décor. Moi, j'appelle ça une erreur. C'est bon? T'as fini? Non, parce que entre nous deux, c'est toi qui en vende pas une, hein, donc t'es un peu mal placé pour l'ouvrir. Non, j'ai fait un truc. Ah ouais? Quoi? Un générique. Oh, sérieux? Bon bah, générique alors. Dans le dernier épisode, j'ai fait l'éloge de la remise en question. Mais ça veut absolument pas dire qu'il ne faut pas avoir d'avis du tout. Si on veut faire des choix dans notre vie, il faut à un moment prendre position, tout en ayant conscience que cette position peut être amenée à changer. Donc, nous avons besoin de preuves. Attends. D'abord, tu dis que notre avis ne peut pas être considéré comme certain, et ensuite tu dis vouloir prouver ton avis. C'est pas un peu contradictoire? Oula oui, non. Attention. Le mot preuve a, en pensée critique, une définition différente qu'en mathématiques. En mathématiques, une preuve est absolue. Il en suffit d'une seule pour montrer que quelque chose est vrai. Ouais, un peu comme les syllogismes d'Aristote. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà. Dans les deux cas, si les hypothèses sont vraies, alors la conclusion est nécessairement vraie. En pensée critique, c'est différent. Une preuve, c'est quelque chose qui justifie et étaye une affirmation, mais n'apporte aucune certitude. Je l'ai dit dans le premier épisode, le hasard intervient et puis l'humain est faillible, etc. Donc, on n'a pas moyen de montrer que quoi que ce soit est vrai. Cependant, toutes les preuves ne se valent pas. Certaines ont plus de poids que d'autres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Partons du plus bas. Les rumeurs, le bon sens, l'opinion. Autant je pense pas avoir besoin de vous expliquer en quoi les rumeurs n'ont rien de fiable. Autant pour le reste, je vais y passer un peu plus de temps. Tous ces points relèvent de la subjectivité des individus. Ils se basent sur ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent. Cependant, l'humain est beaucoup plus faillible qu'il ne le croit. Et alors on donne un crédit beaucoup trop important à des croyances qui ont pour origine une erreur de notre cerveau. Une preuve doit donc être autant que possible éloignée des perceptions et analyses purement humaines. Elle doit être la plus objective possible. D'où l'utilisation des mathématiques par exemple. Non mais c'est bien sympa tout ça, mais on aimerait quand même quelques exemples. Et malheureusement, les exemples ne seront pas pour aujourd'hui. Un nouveau format de la chaîne décrira ces biais et arguments fallacieux. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas t'en charger. Moi? Comme ça, t'auras vraiment de quoi t'occuper. Tout ça pour dire que les exemples arriveront, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. Ensuite, l'anecdote personnelle ou le témoignage. Là, on a un gros problème. La mémoire humaine est malléable, et bien plus qu'on pourra l'imaginer. Ipensa fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la voir pour comprendre à quel point la mémoire d'une personne se modifie facilement. De plus, comme je l'ai dit la dernière fois, une seule affirmation ne peut pas faire office de preuve. Donc, le témoignage ou l'anecdote personnelle ne peut pas faire office de preuve. Et plein de témoignages non plus. On verra plus tard, mais il peut y avoir des biais d'échantillonnage, des effets de groupe, etc. Enfin, l'avis d'expert. Intuitivement, il semble être un bon argument pour soutenir une affirmation. Cependant, les experts sont des humains. Ils sont faillibles comme nous le sommes tous. Aussi, si un expert me dit une affirmation, je peux tout à fait trouver un autre expert qui ne va pas dans son sens. Comment je fais pour choisir quel expert croire? Moi je pense qu'il faut croire ni l'un ni l'autre. Il faut faire ses propres recherches. Je précise quand même avant de continuer, peu importe qui apporte les preuves. Que la personne soit experte ou non, c'est ce qu'elle dit qui importe, non qui elle est. Tout ce que j'évoquais là, je le classe dans la catégorie des indices. Ce ne sont pas des preuves, hein, mais ça peut inviter à faire des recherches plus poussées. Abordons maintenant le niveau suivant, les études scientifiques. Celles-ci peuvent dans une certaine mesure prouver quelque chose, dans la mesure où elles s'éloignent des perceptions humaines que nous savons peu fiables, utilisent des outils mathématiques et sont vérifiées par d'autres scientifiques. Et là on va se poser 2 minutes pour expliquer ce qu'est une étude scientifique. Imaginons qu'on veuille évaluer l'affirmation suivante. Manger des carottes augmente l'espérance de vie. On va commencer par formuler une hypothèse nulle. C'est la position à adopter par défaut. En général, c'est dire qu'il n'y a pas de lien. Quand on prend 2 éléments au hasard dans la nature, il y a quand même peu de chances qu'ils soient liés l'un à l'autre. Notre hypothèse nulle est donc manger des carottes n'a pas d'effet sur l'espérance de vie. On va la garder de côté, elle nous sera utile plus tard. Le premier type d'étude auquel on pourrait penser, c'est on demande aux gens s'ils mangent des carottes et en quelle quantité, et puis après on regarde leur espérance de vie. Alors oui, ça c'est une étude rétrospective. C'est bien pour se donner une première idée, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'elles sont sujettes à des facteurs de confusion.
On peut se dire ici que ceux qui mangent des carottes ont globalement une meilleure hygiène de vie. Et c'est leur hygiène de vie en général qui peut avoir augmenté leur espérance de vie, pas forcément le fait d'avoir mangé des carottes. Dans le cas général, un facteur de confusion, c'est une caractéristique qui ne se retrouve pas de manière égale dans les différents échantillons de la population étudiée. Du coup, cette caractéristique peut tout à fait être la cause d'un éventuel résultat. On sait pas. J'espère que le deuxième type est plus concluant. Eh bien justement, oui. Il existe un moyen pas trop compliqué de s'affranchir de ces facteurs de confusion. Les études prospectives randomisées. On sépare notre population en deux groupes aléatoirement. Ceci permet d'éviter d'avoir un caractère plus présent dans un groupe que dans l'autre. Donc, plus de facteurs de confusion. À un groupe, on dit de manger des carottes sans rien changer au reste de leur vie. Et à un autre groupe, on nous dit de pas manger de carottes, et tout pareil, sans changer le reste de leur vie. Et ensuite, on regarde l'espérance de vie dans chacun de ces deux groupes. Ah, donc là, on peut conclure si notre affirmation est vraie ou pas. Pas encore tout à fait. Maintenant, on va calculer la p-value. C'est la probabilité d'avoir un résultat au moins aussi concluant si l'hypothèse nulle est vraie. Donc ici, c'est la probabilité d'avoir un résultat au moins aussi concluant si la carotte n'a pas d'effet sur l'espérance de vie. Plus cette valeur est petite, plus l'étude est concluante. En général, on dit qu'une étude est significative à partir de 5%. Malgré tout, il faut continuer de faire des études, car il n'est pas possible de savoir si on est dans les 5% ou pas, donc si l'hypothèse nulle est vraie ou pas. Petite info en plus, à résultats moyens égaux, plus la population étudiée est grande, plus la p-value est faible, et donc mieux c'est. Et la force d'une étude de ce type n'est mesurée que par sa p-value, s'il n'y a pas de biais méthodologique bien sûr. C'est juste que plus l'échantillon est grand, plus l'effet qu'on pourra montrer sera subtil. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris là, franchement. C'est normal. Vous pouvez revoir ce passage ou aller voir la vidéo de la statistique expliquée à mon chat. C'est illustré et assez clair. Et tu penses pas que t'aurais pu nous le dire plus tôt ? Pourquoi tu t'embêtes à nous expliquer des trucs qui sont déjà sur internet, franchement ? Je sais que c'est pas des plus efficaces, mais je tiens à ce que ma chaîne soit accessible sans connaissance préalable. Et puis on n'est jamais trop à vulgariser. Il parle de l'effet placebo là, c'est quoi ce truc ? Oui, il faut que j'en parle de ça. Souvent, quand on prend un médicament, on se sent mieux immédiatement après la prise. En réalité, le médicament ne fait effet que bien plus tard. C'est le corps qui, après la prise, va créer des réactions qui vont réduire les symptômes. Attention, ce n'est pas un effet purement psychologique. Ces effets sont physiologiques et observables. Pour limiter l'intervention de l'effet placebo, on fait en sorte que les sujets ne savent pas s'ils sont dans le groupe test ou dans le groupe contrôle. Donc s'ils reçoivent le produit testé ou s'ils reçoivent un produit factice qui n'a pas d'effet. Ça, c'est le simple aveugle. Le double aveugle, c'est quand la personne qui donne le produit ne sait pas s'il donne un placebo ou un réel produit. Il n'influence donc pas le sujet, même inconsciemment. Enfin, si celui qui analyse les résultats ne sait pas non plus qui est dans quel groupe, on a du triple aveugle. Ouf, c'était dense, hein. Bon, ici on a vu deux niveaux de preuve, les indices, les études. Il nous en reste un troisième, les méta-analyses et le consensus scientifique. Une méta-analyse rassemble un grand nombre d'études pour en faire la synthèse. Comme je le disais dans le premier épisode, c'est l'accumulation d'études qui est significative. Et bien là, non seulement on les accumule, mais en plus on les analyse pour en tirer les conclusions les plus sûres possibles. Notamment, on vérifie les protocoles, leur adéquation à la méthode, la présence d'éventuels biais, conflits d'intérêts, on met en place des critères de sélection. Autant le dire, c'est du solide. Le consensus scientifique, quant à lui, est le meilleur niveau de preuve qu'on puisse obtenir. Et on comprend bien pourquoi. Les scientifiques d'un domaine sont au courant des études et méta-analyses qui sortent dans ce domaine. Si une grande majorité tombe d'accord, c'est que la conclusion ne fait même pas débat parmi les plus informés de tous. Donc on peut bien lui faire confiance. Je rappelle que même ça, c'est pas une certitude absolue. Le consensus scientifique peut se tromper, mais il se trompe méthodiquement. Donc il apprend de ses erreurs et se rapproche de plus en plus de la vérité. Avec tout ça, vous pouvez déjà avoir un avis plus éclairé sur différents sujets. Le problème, c'est que cette présentation des études que j'ai faites aujourd'hui est très qualitative. On fait un peu ça au doigt mouillé. Mais il existe un moyen mathématique d'évaluer la plausibilité d'une hypothèse en se basant sur les études. Mais on verra ça une prochaine fois. A bientôt et soyez sages.